il faut que je vous raconte une histoire. Le mensonge est la plus redoutable, la plus dévastatrice de toutes les armes de guerre. Il est au cœur de la stratégie de toute bataille. De la crédibilité du mensonge dépend la défaite ou la victoire. Ainsi s'est forgée l'histoire des hommes par l'anneau infernal, le mensonge qui enferme l'humanité dans une guerre permanente contre elle-même. À ce titre, la Seconde Guerre mondiale a été la guerre de toutes les inversions, élevant le mensonge au rang d'un art. Le débarquement de Normandie est le moment clé de la Seconde Guerre mondiale, celui à partir duquel les armées alliées inversent le cours de la guerre. Mais le débarquement aurait pu être un fiasco. Il fallait donc assurer le succès de cette attaque par tous les moyens. Contre toute attente, c'est un énorme mensonge qui va permettre de prendre l'ennemi par surprise. Les Alliés vont mettre au point une opération de désinformation la plus sophistiquée jamais imaginée. L'opération Fortitude, le mensonge qui a permis aux Alliés de tromper Hitler sur le lieu et la date du débarquement. La veille du débarquement, la Wehrmacht était sourde et aveugle. Les Alliés vont débarquer en France. La seule question, c'est quand et où. Orchestré par les services de renseignements anglais, Fortitude invente une armée fictive. Pour faire croire à son existence, des espions et des agents doubles sont mis à contribution. Parmi eux, un Espagnol, son nom de code, Garbo. Fortitude était une idée brillante. Elle n'aurait jamais pu être correctement exécutée sans Garbo. Toute la stratégie reposait sans aucun doute sur Garbo lui-même et sa personnalité. Fortitude a été un énorme succès parce qu'elle comprenait tous les ingrédients nécessaires à une opération d'intoxication. Comment les Alliés ont-ils réussi à tromper les services de renseignements allemands? Qui a tiré en sous-main les ficelles de cette opération d'intoxication qui a eu raison d'Hitler? L'opération Fortitude est un mensonge positif puisqu'il a permis de réussir le débarquement et de vaincre le Troisième Reich. Plus qu'un mensonge, il s'agit d'une opération d'intoxication menée de main de maître par les services secrets anglais. Pour faire croire aux nazis que le débarquement aurait lieu dans le nord de la France, les Alliés sont allés au bout du mensonge. Ils ont informé certains réseaux de résistance que le débarquement aurait lieu au Pas-de-Calais. Après quoi, ils ont fait en sorte que ces réseaux soient arrêtés par les Allemands. L'idée, c'était que les résistants finissent par avouer sous la torture que le débarquement aurait bien lieu là-bas dans le Nord. Et ça a marché. Les Allemands ne pouvaient plus croire au débarquement en Normandie, et ce, malgré les données que leur fournissaient leurs propres renseignements. Ils ne pouvaient pas douter des aveux de ces héros, aveux lâchés au seuil de la mort. Et quelle mort, dans la douleur la plus atroce, et le sentiment d'avoir trahi la cause. Pour qu'un mensonge devienne une vérité qu'on ne peut plus remettre en question, les gardiens du troupeau n'ont jamais hésité à sacrifier des hommes. C'est ainsi qu'ils ont pu gagner la guerre et, comme dans toutes les guerres, les vainqueurs se sont empressés de réécrire l'histoire pour noircir l'ennemi au-delà du supportable, le priver de sa dignité et de son identité. Le viol systématique des femmes par l'armée du vainqueur et les naissances qui en découlent participent pleinement à ce projet. Cela ne vous surprendra donc pas si je vous dis que la Seconde Guerre mondiale est à l'origine de nombreux mensonges sur lesquels s'est fondé l'équilibre du monde moderne. C'est notre héritage. Le 4 février 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, les puissances alliées se réunissent dans le plus grand secret à Yalta en Crimée pour une conférence au sommet. Au palais Livadia, durant une semaine, les trois grands vont négocier le sort de l'Allemagne et du Japon et préparer l'après-guerre. Au cours des 7 jours que dure la conférence, à Yalta, les puissances alliées consacrent de fait des zones d'influence et le glacis territorial et politique qui conduiront à la guerre froide.
Les Américains et les Soviétiques étaient alliés pendant la guerre et c'est à Yalta et lors d'autres sommets de ce genre que les deux grands ont imaginé le plus puissant mensonge de l'histoire. Pour eux, l'enjeu était de taille, la victoire était proche, mais il s'agissait de déjà préparer l'avenir et de dessiner les fondations d'un nouveau monde qui serait entièrement sous leur domination. Roosevelt et Staline partageaient un principe fort. Vous pouvez faire ce que vous voulez d'un peuple dès lors qu'il se sent en danger de mort. Sur la base de ce constat, ils tombèrent d'accord autour d'une idée géniale. Le contrôle qu'ils auraient sur le destin des peuples reposerait sur une arme de destruction si terrifiante qu'elle découragerait toutes les nations qui tenteraient de remettre leur hégémonie en question. Évidemment, il faudrait préalablement tester cette arme, en faire la démonstration et, par ses ravages, marquer les esprits. Mais avant ça, évidemment, le vrai problème, c'était de trouver l'arme. Il y avait bien quelques projets d'armes révolutionnaires restés dans des cartons, mais la plupart avaient été abandonnés du fait des impératifs de la guerre. Alors, trouver une telle arme, la mettre au point, cela prendrait beaucoup de temps, beaucoup trop. Il y avait bien ce projet d'arme atomique très prometteur et qui correspondait en tout point à ce qu'ils recherchaient. Mais cette arme s'était avérée irréalisable et d'ailleurs les nazis eux-mêmes, pourtant en avance sur bien des domaines, s'y étaient cassés les dents. Alors, c'est là que les deux hommes firent la démonstration de leur génie machiavélique. Qu'à cela ne tienne, la bombe atomique était l'arme idéale. À défaut de pouvoir la fabriquer, ils se contenteraient de faire croire qu'elle existe. Début 1945, les tractations concernant le partage du monde s'achevaient. Il était acquis que les Américains récupéreraient le Japon et par là même, c'était donc à eux de lancer le coup d'envoi de la supercherie. Durant les semaines et les mois qui suivirent, fut monté de toutes pièces le programme Manhattan pour justifier l'existence de la bombe. Un programme Manhattan tellement secret que personne ne pourrait s'étonner par la suite de n'en avoir jamais entendu parler. Certains, d'ailleurs, découvriront même 40 ans plus tard, et avec surprise, qu'ils travaillaient à ce programme sans le savoir. C'est dire. Les innombrables documents top secrets fabriqués a posteriori, plans, archives, ancreraient sans difficulté ce programme dans l'histoire. Roosevelt n'eut aucun mal à trouver des savants ayant fui l'Allemagne, comme Edward Teller ou d'autres universitaires au passé gauchiste, comme Robert Oppenheimer, pour en endosser la pleine responsabilité scientifique. Et puis, il y avait aussi cette fameuse lettre d'Albert Einstein à Roosevelt, cette lettre de 1939 qu'on allait ressortir des archives et qui irait très bien pour justifier le déclenchement du programme. Einstein lui-même a dû y croire, puisqu'il regrettera d'avoir signé cette lettre jusqu'à sa mort. Nous sommes en juillet 1945. Le premier essai de la vraie fausse bombe a lieu dans le Nouveau-Mexique. L'illusion est parfaite. Restait plus aux Américains qu'à en faire la démonstration sur le sol japonais. Par la suite, les Russes emboîteraient le pas des Américains avec leurs propres bombes et le tour serait joué. Il était écrit que l'équilibre de ce monde reposerait sur un mensonge tellement énorme qu'on dit de lui qu'il est capable d'effacer le monde par une simple pression sur un bouton. Attends, Recla, t'es en train de nous dire que la bombe atomique n'a jamais existé, c'est ça? Si la bombe atomique avait existé, aujourd'hui, avec les avancées technologiques
de nombreux pays auraient rejoint le club très fermé des pays détenteurs. Vous me direz, ils en sont empêchés. Oui, on a vu en effet la levée de boucliers de la communauté internationale à chaque fois qu'un pays annonçait vouloir se doter de la bombe. Mais êtes-vous sûr que c'est la peur de l'Armageddon qui motive cet interdit? Si la bombe est un mensonge, vous comprenez bien que le petit club privilégié des imposteurs n'a pas très envie que d'autres nations viennent fourrer leur nez dans leurs petits secrets. Le cas de la Corée du Nord est très révélateur. La Corée du Nord a bravé la communauté internationale parce qu'étant déjà sous embargo, elle n'a plus rien à perdre. Et au contraire, tout à gagner. En prétendant soudain détenir la bombe, la Corée du Nord s'est invitée de force à la table de poker menteur. Ce faisant, elle a pris les autres joueurs à leur propre jeu de la dissuasion. Les pays ne pouvaient plus l'attaquer, sauf à faire apparaître le mensonge. Les vidéos d'archives d'Hiroshima montrent une ville dévastée, certes. Cependant, ce paysage d'apocalypse ressemble à celui de bien d'autres villes européennes bombardées, comme la ville de Caen, par exemple, ou comme Dresde, Cologne, et plus près de nous, à celui des villes de Toulouse et de Beyrouth, ravagées par des explosions au nitrate d'ammonium. Ainsi, sans chercher ici à prouver quoi que ce soit, on peut en tout cas affirmer une chose, il n'est nul besoin de bombes atomiques pour obtenir le résultat observé à Hiroshima et Nagasaki, d'autant que les deux métropoles japonaises étaient essentiellement composées de maisons en bois. À noter enfin que les deux villes martyrs sont aujourd'hui prospères et ne semblent pas avoir souffert de la radioactivité, pas plus que Dresde, que Caen, pas plus que toutes les autres. De nombreux chercheurs de vérité ont analysé les images d'Hiroshima et de Nagasaki. Ils ont trouvé beaucoup d'éléments qui leur permettent de douter de la nature véritable de la bombe. Enfin, de toute façon, vous trouverez leurs démonstrations sur Internet. En outre, de nombreux scientifiques se sont donné la peine de refaire les calculs officiels à propos de la bombe atomique. Un peu dépités et perplexes, ils en sont arrivés à la conclusion suivante. Mathématiquement, la bombe ne marche pas. I don't think it was an important part then, except that since people were going to Japan and getting killed in this period, it was a great relief. And for several days after the news came out, I was convinced that that this was actually a hoax, because Hiroshima was a port city. And so I assumed that, in fact, somebody had equipped a barge with a few thousand tons of TNT, just as the cliche went, and they had slipped this barge into the harbor, and then they flew a little airplane over and dropped something and set off this bomb. And so I assumed this was a great trick for fooling the Japanese into thinking we had an atomic bomb. But Nagasaki wasn't so accessible, so I think many people must have wondered why did we drop two bombs? Why wasn't one enough? And my first thought was that it was to convince them that it wasn't a hoax. A few years later, then I met Oppenheimer for the first time when I was in graduate school at Princeton. And he was very hospitable and tragic. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez les sources par vous-même. Ce travail de recensement des sources est fastidieux et je n'ai vraiment pas le temps de le faire. Je vous considère suffisamment libre et intelligent pour entreprendre votre quête sans avoir besoin de vous orienter avec des références
que je choisirai méticuleusement en prenant bien soin d'écarter celles qui ne vont pas dans mon sens. Je n'ai pas l'intention de vous baliser votre chemin vers le réveil et encore moins de vous manipuler. Bref, ne me demandez pas comment les magiciens ont monté l'imposture, ni avec quelle complicité. Tout ce que je sais, c'est que rien n'est impossible à des faussaires qui ont des moyens colossaux et qui sont déterminés. C'était le cas des Soviétiques et des Américains qui avaient tout intérêt à unir leurs forces pour se partager le monde. Les rapports et les vidéos de l'époque suffirent en tout cas à provoquer l'épouvante, et les décennies d'essais atomiques qui ont suivi allaient maintenir cette terreur pour longtemps. Des peuples tremblent depuis 75 ans à la seule évocation d'Hiroshima et de Nagasaki. Si le mensonge est une arme, comme je vous le disais plus haut, alors il n'y eut jamais sur Terre arme plus efficace que ce mensonge. Ce mensonge contribua à instaurer un système basé sur une fausse rivalité entre Russes et Américains, dont le but était d'impressionner les autres nations par la démonstration de leur supériorité écrasante. En 1945, le secret atomique était si lourd que les deux blocs créèrent chacun de son côté une agence au compartiment étanche, détachée du politique, puissante, technologique, industrielle et militaire, et disposant des pleins pouvoirs pour empêcher que s'effondre leur nouvel ordre mondial. La boîte de Pandore du mensonge s'ouvrait une nouvelle fois sur le monde. Mais pour tenir dans le temps, un mensonge doit être constamment alimenté par des leurres et de nouveaux mensonges pour empêcher les non-initiés de tirer le fil des trop nombreuses incohérences qui n'ont de cesse de remonter à la surface. La multiplication des leurres a pour effet de détourner l'attention et d'égarer les éventuels curieux qui se poseraient trop de questions. Ils se trouveraient alors confrontés à un abîme de données contradictoires rendant l'objet de leur étude toujours plus complexe et leur questionnement inextricable. Ennemis en apparence, complices en réalité, les deux grandes puissances, mues par un esprit diabolique, allaient ainsi élaborer d'autres concepts à dormir debout et dont pourtant nul ne pourrait douter du fait de leur antagonisme affiché. La course à la Lune, dans les années 60, ne sera finalement qu'une extension médiatisée, scénarisée, sur le modèle de l'invention de la bomba. À la lumière de ce que je viens de vous dire, on comprend mieux pourquoi ces bombes n'ont jamais été utilisées dans les conflits récents, en dépit des défaites subies par les deux grands, que ce soit au Vietnam pour les États-Unis ou en Afghanistan pour l'Union soviétique. Ce n'est pas par mansuétude, ni par peur d'une escalade qui risquait de provoquer l'extinction de toute vie sur Terre, mais plutôt parce que toute nouvelle démonstration aurait été inutile, voire contre-productive. Paradoxalement, une arme de dissuasion n'a d'effet que si on ne l'utilise pas. Moins on l'utilise, plus on pense qu'elle est efficace, et donc plus on y croit. A fortiori, si cette arme repose sur un mensonge, vous comprenez bien que les détenteurs de ce mensonge n'ont aucune raison de l'exhiber au grand public. Il suffisait donc aux deux belligérants d'agiter de temps en temps le spectre de la guerre totale et de l'hiver nucléaire pour calmer les rancœurs internationales. Tant que ça marche, je gagne, et tant que je gagne, je joue. En politique intérieure, le cauchemar nucléaire était aussi un instrument de manipulation redoutable. Les populations mécontentes se tenaient tranquilles. Les gouvernements étaient lamentables, ils méprisaient les peuples, ils ne les écoutaient pas, ne les rendaient pas heureux, ne répondaient pas à leurs aspirations profondes, mais en même temps, les peuples supportaient tout ça parce qu'ils avaient l'illusion que les gouvernements les protégeaient d'un ennemi capable de les vaporiser avec son arme infernale. Il est étonnant de voir comment l'humanité s'accroche à ses peurs. C'est la peur qui l'aveugle, l'emprisonne et qui la tue. Il suffit donc d'éveiller la peur
Pas besoin de bombes, ni de virus.